Au tournant du XXe siècle, une époque d'impérialisme effréné prévalait en Europe. Les puissances coloniales rivalisaient pour étendre leur empreinte dans le monde, et l'Afrique était une cible majeure de cette course aux colonies. L'une de ces puissances était la Grande-Bretagne, dont l'empire s'étendait aux quatre coins du globe. Au cœur de cette frénésie impériale se trouvait le Kenya, une région d'une incroyable diversité culturelle et naturelle. Avant l'arrivée des Britanniques, le Kenya était le foyer de nombreuses communautés ethniques distinctes, chacune avec ses propres traditions, langues et modes de vie. Les Kenyans vivaient en harmonie avec la terre depuis des siècles, pratiquant l'agriculture, l'élevage, et préservant des cultures riches et variées. Cependant, le Kenya était sur le point de faire face à des changements dramatiques qui allaient avoir un impact dévastateur sur ses habitants et sa culture. Les colons britanniques, motivés par des intérêts économiques et stratégiques, ont jeté leur dévolu sur cette terre d'Afrique de l'Est, lançant un processus de colonisation qui allait tout bouleverser. Dans les années 1890, la Grande-Bretagne était à son apogée en tant que grande puissance coloniale et impériale. À cette époque, l'Empire britannique était le plus vaste empire colonial au monde, contrôlant des territoires sur tous les continents, y compris l'Inde, l'Afrique, l'Asie, les Amériques et l'Océanie. Voici quelques points clés du contexte de la Grande-Bretagne dans les années 1890 jusqu'à sa colonisation du Kenya. La Grande-Bretagne poursuivait une politique d'expansion impériale agressive à l'échelle mondiale. Les Britanniques cherchaient à établir des colonies pour renforcer leur influence économique, politique et militaire, ainsi que pour accroître leurs ressources et leur puissance. Les années 1890 ont été marquées par la course aux colonies, en Afrique, où les puissances européennes se sont lancées dans une compétition effrénée pour acquérir des territoires en Afrique. Cette période est souvent désignée comme la « Scramble for Africa ». Les Britanniques cherchaient à étendre leur emprise sur le continent pour des raisons économiques et géostratégiques. Le Kenya était attrayant pour les Britanniques en raison de ses ressources naturelles, notamment ses terres fertiles, qui se sont avérées idéales pour la culture du café et du thé. Ces cultures étaient en demande sur le marché mondial, et la Grande-Bretagne souhaitait en tirer profit. La Grande-Bretagne devait également faire face à la concurrence d'autres puissances coloniales, telles que la France, l'Allemagne et la Belgique, qui cherchaient également à établir leur empreinte en Afrique. Cela a alimenté la compétition pour la colonisation de nouveaux territoires. La construction de voies de chemin de fer était un élément clé de la stratégie britannique en Afrique. Les Britanniques ont entrepris la construction de lignes de chemin de fer pour faciliter le transport des ressources naturelles vers les ports et les marchés mondiaux. Avant la colonisation britannique, le Kenya était habité par divers groupes ethniques et avait sa propre histoire, culture et organisation sociale. Voici un aperçu du contexte dans lequel vivait le Kenya avant la colonisation britannique. Le Kenya était habité par une multitude de groupes ethniques distincts, dont les Kikuyu, les Luo, les Maasai, les Kamba, les Luhya, les Meru et de nombreux autres. Chaque groupe avait ses propres traditions, langues, coutumes et systèmes de gouvernance. Les groupes ethniques kenyans avaient des structures sociales variées. Par exemple, les Maasai étaient semi-nomades, élevant du bétail, tandis que les Kikuyu pratiquaient l'agriculture sédentaire. Les sociétés kenyanes avaient leur propre système de gouvernance, basé sur la parenté, le conseil des anciens, ou des chefs héréditaires. Chaque groupe ethnique avait sa propre culture, avec des croyances religieuses, des rituels, des chansons, des danses et des traditions uniques. La religion traditionnelle était courante, bien que l'islam et le christianisme aient également été présents dans certaines régions, en particulier le long de la côte. L'économie kenyane avant la colonisation était diversifiée. Les sociétés pratiquaient l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche et l'artisanat. Les ressources naturelles, telles que le bois, la faune et la flore, étaient utilisées pour la construction, la nourriture et la médecine traditionnelle. Les populations kenyanes participaient à des réseaux commerciaux régionaux, échangeant des biens et des produits avec d'autres groupes ethniques et régions voisines. Ces échanges contribuaient à la prospérité économique. Avant l'arrivée des colons britanniques, le Kenya n'était pas un territoire sous domination étrangère. Chaque groupe ethnique gérait ses propres affaires sans ingérence extérieure significative. L'arrivée des Britanniques dans les années 1890 a radicalement transformé cette réalité,
marquant le début de la colonisation et de l'exploitation des ressources kenyanes par les puissances coloniales. Mais ce rien comparé aux crimes et abus qui seront commis. Dans cette vidéo, nous explorons les crimes commis par les colons britanniques ainsi que la résistance du mouvement Momo. En 1895, le Kenya est devenu une colonie britannique. Les colons britanniques, attirés par les opportunités économiques, ont afflué en masse dans cette région de l'Afrique de l'Est, cherchant à exploiter ses ressources naturelles, notamment le sol fertile et la main-d'œuvre abondante. Cette période a marqué le début d'une époque de changement drastique pour les populations du Kenya. L'arrivée des colons britanniques a eu un impact dévastateur sur les populations du Kenya. Les terres ancestrales des Kenyans ont été confisquées, les déplaçant de leur lieu de naissance et les privant de leurs moyens de subsistance traditionnels. De vastes plantations et infrastructures ont été érigées aux dépens de la population locale, transformant radicalement la vie quotidienne. Face à cette oppression croissante, une révolte est née en réaction au joug britannique. La révolte des Mao Mao, initiée par des Kenyans en quête de liberté, allait devenir un tournant significatif dans l'histoire du Kenya. La révolte des Mao Mao a éclaté au début des années 1950 et est le résultat de décennies d'oppression coloniale britannique. Les Kenyans autochtones, frustrés par la confiscation de leurs terres et la suppression de leurs droits, ont finalement décidé de se soulever contre l'occupation britannique. Revoyons ensemble les causes profondes de cette révolte et comment elle s'est déroulée. Tout commence par le peuple Kikuyu. Les Kikuyus sont un peuple du Kenya et c'est le groupe ethnique le plus nombreux du pays. Le Mao Mao est d'abord un mouvement ethnique, au sens où il s'ancre dans les structures et les malaises du peuple Kikuyu. C'est aussi un mouvement politique puisque de nombreux facteurs politiques vont rythmer ce mouvement. Les Kikuyus sont extrêmement bien organisés aussi bien sur le plan politique que social. La société Kikuyu s'organise autour de segments générationnels qui assurent chacun à leur tour les charges du pouvoir et de la gouvernance. L'alternance s'effectue au moment d'une grande cérémonie nommée Litwika, qui a lieu à peu près tous les 25 à 30 ans, dans laquelle la jeune génération remplace ses aînés. L'arrivée des colons britanniques a profondément transformé les structures sociétales des Kikuyus. Le Kenya, dépourvu de richesses minières, est très vite converti en un grenier agricole régional. Dès leur arrivée, les colons britanniques mettent tout en place pour assujettir le peuple kényan. Ils interdisent l'acquisition de terres par des Kenyans ainsi que la privatisation des droits de l'homme. Malgré les privations et les interdictions, une classe politique kenyane parvient à émerger. En mars 1922, un groupe de femmes mené par Mary Muthoni Nyanjiru se confronte à des soldats pour libérer Harry Tuku, militant contre le travail forcé des femmes et des enfants. Dès 1924 se constitue la Kikuyu Central Association, KCA, sur les cendres de deux autres organes, Kikuyu Association et l'Eastern African Association, dirigés par Harry Tuku. Vers 1934, 1 million de Kikuyus s'entassent sur 5500 km², tandis que les 30 000 colons disposent de 42 000 km². La pression démographique entraîne donc une surexploitation des sols qui perdent en productivité ainsi qu'un accroissement des conflits. Ceci n'est pas un fait sans conséquence car de nombreux Kikuyus se convertissent en squatteurs dans les fermes des colons blancs ou à leur propre compte. On estime qu'environ 25% parmi eux ont dû se transformer en squatteurs. D'autres organisations apparaissent à travers le pays mais elles gardent une empreinte fortement locale et ethnique. Au refus de négocier ou même d'écouter les revendications, l'administration coloniale persiste dans la répression en interdisant tous les mouvements en 1940. En 1944, le Kenyan African Union est fondé, premier parti qui regroupe des composantes hétéroclites et nationales au niveau de la colonie, dont Kenyatta prend la tête en 1947. En cette même année 1944, les colons blancs se sont unis dans l'Electors Union, un parti dont la sensibilité est proche de l'apartheid, où racisme et maintien des privilèges sont érigés en dogme politique. Le désœuvrement urbain et la spoliation de liberté sont omniprésents. Tous ces éléments vont créer de plus en plus de mécontentement et de frustration de la population générale mais surtout des Kikuyu dont les terres sont en majorité volées. D'abord politique, la révolte dérive vers la criminalité et la guerre d'insurrection sous l'effet conjoint d'une politique coloniale sclérosée et répressive.
La singularité du mouvement Momo réside d'abord dans la pratique du serment et sa diffusion qui débute dès 1950 et touche presque toute la population kikuyu. Au même moment, plusieurs exactions sont perpétrées par les membres Momo. Des exactions commises essentiellement dans les hauts plateaux qui ne font presque aucune perte humaine en 1952, vont amener le gouvernement colonial à décréter l'état d'urgence en octobre 1952. Il s'ensuivra une longue période d'affrontements, de crimes et abus des autorités britanniques. Du côté britannique, la propagande s'est organisée autour de 3 axes: dénaturer la révolte, diviser les Kikuyus et se servir de l'éducation pour enseigner leur doctrine. Tout d'abord, la propagande a tenté de présenter la pratique des serments comme une résurgence de la sauvagerie et de l'animalité primitive qui a perduré malgré l'effort d'humanisation fourni par les colons. 187 dirigeants du COS sont arrêtés dont Kenyatta. Son procès et sa condamnation en 1953 par le juge Ransley Tacker, en partie sur la base de faux témoignages, conduit réellement à l'éclatement des opérations militaires. C'est l'acte de trop d'injustice, trop d'oppression et trop de déshumanisation, vont amener le conflit à un autre niveau. L'offensive Mao Mao se déroule entre mars 1953 et avril 1954. En mai 1953, le poste de police de Naivasha est attaqué et presque simultanément des éléments de la guérilla assassinent un chef à la solde des Britanniques avec toute sa famille à Lari. De nombreux camps Home Guards, milices Kikuyu loyalistes, sont détruits par la même occasion ainsi que 150 écoles missionnaires en juillet 1954. Les révoltés lancent également des raids sur les fermes pour détruire les établissements et s'approvisionner en nourriture. Si le mouvement tient, c'est parce qu'il comptait également un grand nombre d'anciens militaires dans ses rangs, y compris des askaris qui avaient combattu durant la crise en Malaisie pour le compte des Britanniques. Les colons britanniques répriment la révolte des Mao Mao avec des actes odieux. Les méthodes employées étaient souvent brutales, laissant des cicatrices profondes sur la nation kenyane. La contre-offensive coloniale, qui s'appuie sur des troupes régulières, des milices coloniales et les Home Guards, compte jusqu'à 50 000 hommes. Elle passe d'abord par une appropriation et spoliation de terrain et des raids sporadiques sur les camps Mao Mao. Ainsi, l'opération Bouton d'Or de juin-juillet 1953 cause la mort et la capture de près de 350 Mao Mao. Elle permet en outre la prise du plus grand camp des Mao Mao dirigé par Stanley Matenj. Les forces britanniques ont souvent recours à des bombardements. Dans les faits, la politique du colon et sa devise restent « diviser pour mieux régner ». À Nairobi, la répression policière contre les leaders Mao Mao conduit aux arrestations d'autres membres du comité central du mouvement. Dans les campagnes, plus de postes de police furent installés et les villages loyalistes furent défendus avec acharnement. C'était aussi dans ces villages que les Britanniques recrutaient les troupes auxiliaires avec lesquelles ils comptaient combattre le mouvement Mao Mao. Dans les faits, les colons britanniques, à l'instar de ses autres congénères, se pensent humains et voient les martyrs comme des animaux ou des hommes qu'ils ont acquis et qui n'ont pas de droits. Ainsi dit, ce qui s'annonce dans la vidéo est une confirmation. Officiellement proposée le 22 février 1954, l'opération Anvil fut décrite comme la réponse logique à la croissance incontrôlable de la population de Nairobi. Les attaques Mao Mao ne furent pas présentées comme une violence politique, mais comme un crime organisé par un sous-prolétariat paresseux. La répression britannique a atteint des sommets de cruauté. Des tortures brutales ont été infligées aux détenus, et des exécutions sommaires étaient monnaie courante. Les forces de sécurité utilisaient les informateurs pour identifier en masse les partisans Mao Mao. Face à ces méthodes, certains firent des confessions spontanées. Les suspects restants étaient assignés dans des camps, torturés et isolés de leur communauté d'origine. Dans un mouvement qui évoquait les pratiques britanniques en Malaisie, le cycle des transferts de population et d'exode massif commença. Le contrôle des mouvements de la population Kikuyu nécessitait une solution drastique de transfert de masse de la population dans des camps de détention. Lorsqu'Erskine fut remplacé début 1955, l'insurrection mutait à nouveau. Avec des violences une fois de plus concentrées dans la campagne, le caractère fratricide de la rébellion semblait plus évident. En réalité, une fois les leaders quasiment tués ou arrêtés, l'exode vers les campagnes ne fera que déplacer les violences. Ce qu'il faut noter, c'est que le conflit tend à être fratricide puisque deux camps s'opposent,
celui des loyalistes contre les révoltés. Les détentions de masse ouvrent la voie à une répression britannique d'une intensité sans précédent. Le nombre de détenus Mao pendus ou attendant d'être exécutés monte en flèche, passant de plusieurs centaines à des milliers. Au total, la révolte a causé la mort de plus de 11 000 Mao et plus de 30 000 arrestations. Pour éliminer les derniers bastions, les forces britanniques obligent certains Mao à se convertir pour traquer les combattants. Ils infiltrent les bandes Mao et donnent des informations capitales. La fin de la révolte est généralement datée de la capture de Dedan Kimati, le général des Aberders en octobre 1956. Mais en réalité, plusieurs autres raisons contribuent à l'arrêt de la répression. Ceci se manifeste par la déclaration de la fin de l'état d'urgence en 1956. Le gouvernement britannique était soumis à des pressions croissantes de la part de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme pour mettre fin à l'état d'urgence et aux crimes qui avaient eu lieu pendant cette période. Le mouvement Mao avait perdu de son élan en raison des opérations de répression britanniques, de l'arrestation de nombreux de ses membres et de l'affaiblissement de ses structures. Le gouvernement britannique a également commencé à privilégier des approches politiques pour résoudre la situation au Kenya. Ils ont engagé des négociations avec des dirigeants nationalistes kenyans, y compris Jomo Kenyatta, dans le but de mettre fin à la lutte armée et de parvenir à une solution politique. Disons-le tout de suite, la colonisation sous l'ancienne forme est presque finie, mais dans la tête du colon. La mentalité n'a pas tant changé. C'est pourquoi malgré l'ampleur des massacres mais surtout la non-légitimité de ces actions, les Britanniques vont pendant très longtemps nier les atrocités. Et même lorsqu'ils reconnaissent, il y aura une forme de légèreté y compris de la part des plus hautes autorités. Dans l'immédiat, voyons ce qu'a impliqué ce mouvement dans la suite de l'histoire du Kenya. La révolte des Mao a été un catalyseur majeur pour le mouvement de l'indépendance du Kenya. Les atrocités commises par les Britanniques et les souffrances endurées par la population kenyane ont renforcé la détermination du pays à se libérer de la domination coloniale. Des leaders politiques kenyans éminents, tels que Jomo Kenyatta, ont émergé de ce mouvement. La révolte a contribué à façonner le paysage politique kényan et a marqué le début de la fin de la colonisation britannique. Pendant des décennies après la fin de la colonisation britannique, les Kenyans et les défenseurs des droits de l'homme ont lutté pour obtenir la reconnaissance officielle des crimes et des abus commis par les colons britanniques. Des preuves documentaires ont émergé, montrant la nature systématique des abus dans les camps de détention et de travail forcé. Des militants et des avocats ont fait pression sur le gouvernement britannique pour qu'il reconnaisse les souffrances infligées aux Kenyans et présente des excuses officielles. La quête de justice ne s'est pas limitée à la reconnaissance. Les victimes et leurs familles ont également réclamé des réparations financières et la restitution des terres confisquées pendant la colonisation. Ces demandes ont soulevé des questions complexes de responsabilité historique et de réparation, et elles sont au cœur des discussions actuelles sur la réconciliation et la justice au Kenya. En visite au Kenya, le souverain britannique a reconnu qu'il y avait eu « des actes de violence abominables » commis contre les Kenyans lors de la lutte pour l'indépendance. Parmi la société civile, ils étaient nombreux à attendre des engagements plus fermes. Le roi Charles III a évoqué des abus coloniaux qui avaient été commis, affirmant qu'il ne pouvait y avoir d'excuses pour des actes de violence odieux et injustifiables. Il a expliqué que ces actes du passé étaient pour lui la cause d'un profond regret. Mais il faut noter qu'il ne parle pas de crimes, il parle d'abus, ce qui dénote de la mentalité qui prévaut encore aujourd'hui sur la considération de la colonisation. Mais avant même son arrivée, plusieurs voix demandaient déjà des excuses et des réparations pour les violations des droits humains commises par les colons britanniques. Nos demandes n'ont pas été prises en compte, c'est décevant. Cela ne suffit pas d'exprimer des regrets. On reconnaît ce qu'il s'est passé et puis, que va-t-il se passer? Rien, déplore Wanjira Wanjiru, la coordinatrice du Centre pour la justice sociale de Matar, un quartier populaire de Nairobi. Malheureusement, et une fois de plus les actes d'hier qui ont causé de profondes douleurs, déstructuration du tissu social des peuples tués, retard à tout point de vue au niveau de l'évolution économique et structurelle, se nient encore aujourd'hui. En espérant que cette histoire arrive aussi bien aux oreilles des peuples africains et occidentaux. Un réel changement de mentalité des deux bords conduirait à un monde meilleur. Aujourd'hui, hélas, de telles atrocités continuent d'exister et pas seulement en Afrique.
Pendant des années on opprime, exploite, arrache un peuple de sa terre mais on s'étonne que ce peuple réagisse et s'il le fait c'est lui qui a tort. Sa réaction donne droit à des répressions, exactions, crimes et privations que d'autres puissances soutiendront. L'histoire du Kenya est marquée par une période tumultueuse de colonisation britannique, dont les conséquences ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective du pays. La révolte des Mau Mau et les crimes commis par les Britanniques ont été des chapitres sombres de cette histoire, longtemps méconnue et passée sous silence. Ce documentaire a exploré les crimes cachés de la colonisation britannique au Kenya, mettant en lumière les abus perpétrés contre les populations kényanes, y compris la confiscation des terres, les camps de détention, la torture et les exécutions sommaires. Il a également révélé comment la révolte des Mau Mau a façonné la politique kenyane et a influencé la lutte pour l'indépendance du pays. La quête de justice et de réparation se poursuit au Kenya, avec des efforts pour la reconnaissance des crimes britanniques et la recherche de réparation pour les victimes et leurs familles. L'histoire du Kenya illustre l'importance de confronter le passé, de promouvoir la vérité et la réconciliation, et de travailler ensemble pour un avenir plus juste et équitable. En attendant, partagez cette histoire, notre histoire, pour que l'histoire de l'Afrique soit aussi connue que celle que l'on nous enseigne à l'école. Abonnez-vous à la chaîne, merci pour votre soutien.